Hey, coucou tout le monde et bienvenue donc aujourd'hui pour un bilan lecture. Et oui, il n'y en a pas eu la semaine dernière, du coup j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Alors, vous l'avez peut-être vu, j'en ai un petit peu parlé dans le récap de samedi, j'en ai un peu parlé aussi en live. Il y a un petit changement dans la façon que j'ai d'aborder mes livres, dans la façon de choisir mes lectures. Ça a découlé surtout à cause justement des livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, j'ai trop lu de nouveautés, donc de service presse, que j'ai trouvé, alors pas forcément super mauvais, mais qui ne m'ont pas créé des moments super transcendants de lecture. Chose que je trouve maintenant plutôt désormais dans, mes lectures, ce que j'appelle les lectures perso, c'est-à-dire, des lectures qui sont pas des nouveautés, qui sont pas des SP, que je vais fouiller dans ma palle. Et j'ai d'ailleurs vu, quand j'en ai parlé dans le récap, samedi, j'ai vu vos commentaires. Beaucoup d'entre vous ont approuvé en fait ce qu'avaient dit déjà les copains en live, que vous ne... Alors, je vais dire me parce que je sais pas par rapport aux autres booktubers, mais en tout cas moi, vous ne me suivez pas uniquement pour les nouveautés, uniquement pour avoir l'avis sur des romans qui viennent de sortir. Alors oui, ça reste intéressant de temps en temps d'avoir sur un bouquin qui a peut-être une hype ou quoi, mais c'est pas le principal du truc. Et il y a même beaucoup de personnes qui ont me dit que bah, ouais, c'était bien avant, il y a 4 5 ans, quand j'alternais, bah, forcément j'avais moins de SP. Donc bah, du coup, j'alternais plus ma palle perso, et du coup, bah, ça vous permettait d'aller piocher dans des titres un peu plus vieux qu'on trouve en poche, en seconde main, d'occasion, etc. Donc voilà, donc tout ça correspond en plus très bien à un changement que moi j'ai envie. Et pour l'instant, je pense que j'ai bien fait parce que ben, vous allez voir que malheureusement, c'est la première fois que je fais ça dans un bilan lecture. Je vais d'abord vous parler des 4 SP pour ensuite vous parler de 4 lectures perso, et vous allez voir que ben voilà, mes meilleures lectures font partie des lectures perso. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vais donc vous parler d'abord des de 4 nouveautés pour ensuite passer dans des lectures un peu plus vieilles. Ben oui, c'est des lectures de la palle. Donc voilà. Alors, je vais mettre le premier, le plus compliqué. Je ne cesserai de vous dire ici que c'est extrêmement compliqué de parler d'un roman que vous n'avez pas aimé. Croyez-moi, c'est vraiment pas une partie de plaisir, hein. Bah, d'une, parce que moi, j'aurais préféré le kiffer, hein. Moi, si je lis, bah, c'est pour avoir du plaisir dans mes lectures. Donc là, ça l'a pas fait. Et en plus, deuxièmement, c'est un roman qui a une hype de malade. C'est un roman qui m'a été très fortement conseillé par l'attachée de presse qui s'en occupe. Ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Et alors, à chaque fois, je me pose la question, il suffirait que j'en parle pas dans mon bilan lecture, c'est tout. Les gens oublieront peut-être que je l'ai lu, ceux qui m'ont suivi. Mais je peux pas. C'est plus fort que moi. Je peux pas. Tant pis. Je vais essayer voilà, de pas mettre des gants non plus. Moi, je veux rester honnête et franche comme d'habitude. Mais bon, voilà. Ce roman, c'est ce qui vient après, de Joanne Tompkins. Donc, c'est un roman de chez Galmester. C'est un primo-roman, je crois. Oui, c'est un primo-roman. Voilà, pour lequel on nous promettait des grosses émotions, des larmes, des cris, des pleurs. Et oui, j'ai pleuré à la fin, mais pas pour de bonnes raisons. Alors, je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc, cette histoire, rappelez-vous, hein, de deux meilleurs amis de 17 ans qui, l'un va assassiner l'autre, et une semaine plus tard, l'autre va se suicider parce qu'il ne se remet pas du geste qu'il a fait, il va se suicider. Donc nous, on suit principalement le papa de celui qui a été assassiné et un petit peu la maman de celui qui s'est suicidé. Et au milieu de ça, va apparaître une adolescente, 16 ans, un peu en perdition, voilà, elle a une famille dysfonctionnelle, elle vit dans une caravane, et on apprend immédiatement dans les premières pages qu'elle est enceinte, et on apprend aussi que quelques mois avant, elle avait côtoyé ces deux adolescents. Donc voilà, on nous vend ce truc-là.
Sauf que moi, tu me vends ça, OK, mais finalement, c'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé dans ce bouquin. Le truc de l'ado qui assassine l'autre, l'autre se suicide, c'est pas forcément au cœur de l'intrigue. Alors je me suis dit: «Bon, bah, alors on va partir dans le truc du deuil, machin», pas forcément non plus. 80 du roman est focalisé sur la vie de cette adolescente. Voilà, comment elle vit, sa vie, comment elle vit sa grossesse. Et surtout, moi, ce qui m'a déplu dans ce roman, c'est qu'il y a énormément, énormément, énormément de flashbacks où on la revoit quand elle est arrivée dans cette ville, quand elle est rentrée au lycée, quand elle a rencontré ces 2 garçons. Donc énormément de scènes entre jeunes gens de 16, 17 ans. Donc, ben, moi, dans ma tête, OK, ben, c'est du young adulte. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup pensé, par exemple, à un roman que j'avais abandonné parce que c'est pas mon trip. Ça m'a beaucoup fait penser à du John Green, par exemple. Vous voyez, beaucoup de passages m'ont fait penser à du John Green. Il y a très peu de passages sur ben, l'événement, moi, qui je pensais allait être au cœur. Alors, je pensais pas être dans une enquête policière, une intrigue policière autour de l'assassinat, du suicide, machin, mais je pensais que ça serait quand même beaucoup plus au cœur du truc. Pas du tout. On est tout le temps avec cette adolescente, comment elle a connu les garçons, comment elle vit sa vie, comment elle voit tout ça. Alors, oui, il y a deux trois scènes un peu, oui, encore un peu dures. Moi, honnêtement, j'ai jamais été émotionnée. Gros problème, comme souvent, j'ai eu aucun attachement à cette personne, Évangéline. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle. Même les parents, je les trouve pas forcément attachants. Même les 2 ados dans les flashbacks, je les trouve pas attachants. J'ai été très détachée de cette histoire parce que justement le truc young adulte, heu, le le, mmh, le manque de promesses par rapport à la quatrième de couve, je sais pas, c'est Galmester. Honnêtement, je m'attendais pas à lire un truc un peu young adulte chez Galmester. Il y a pas de montée de tension, il y a je sais pas, il y a pas tout ça et surtout, il y a un truc qui m'a terriblement dérangée et je veux en parler là parce que voilà, pour en discuter un peu sur les lives et tout, je sais que ça peut gêner certaines d'autres personnes. Il y a dans ce roman une grosse part de religion, cul béni, prout prout machin, la messe, voilà, c'est très présent parce que la famille de celui qui a été assassiné, le papa, et cetera, faisait partie d'une communauté. Les les Quaters, dans le chat, les gens connaissaient, c'est un peu entre la religion et un groupe un peu de mormons. On n'est pas loin entre la religion. Bon, bref, c'est un groupe un peu mormon, contemplatif, qui sollicite la prière du silence et tout. C'est extrêmement présent. Je souhaite à le souligner quand même. C'est très présent. D'ailleurs, le dernier quart, on est à fond dedans et la fin, t'es complètement dedans. Dieu m'a donné la foi. J'ai cru qu'il y avait Ophélie Winter qui allait sortir de mon livre. J'ai vu la lumière. Voilà, la fin est complètement basée là-dessus. Je peux pas, moi, je peux pas fermer un bouquin dont la fin est basée là-dessus. Non, moi, ça passe pas. Donc voilà, honnêtement, je suis désolée. Moi, j'ai trouvé très peu de choses positives. Ben tiens, voilà, j'ai mis 2 post-it. Il y a quelques phrases, quelques fulgurances sur la filiation, le lien parent-enfant, la maternité. Bon, allez, 3, 4 moments sympas par rapport à ça, mais c'est tout. Moi, honnêtement, je suis surtout déçue par rapport à la promesse qu'on te faisait en quatrième de couve, par rapport au fait qu'on était dans des Galmester. Je me rends compte en plus que sur les 7, 8 derniers mois, je trouve que les primo-romans de chez Galmaster, moi, ne me plaisent pas. Rappelez-vous, j'avais lu ce primo-roman suédois, là, j'avais pas aimé. Le primo-roman sur le postal, là, la vie sans homme, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, autant les valeurs sûres chez Galmester, j'adhère, voilà, David Van, Pete Fromm, voilà, tout ça, ça le fait. Mais en primo-roman, je sais pas, moi, j'y trouve pas mon compte. J'en ai reçu un autre qui est là. Enfin non, c'est pas un primo-roman, je dis n'importe quoi, donc rien à voir, c'est pas un primo-roman. Donc je vais assez rapidement lire celui-là pour me rabibocher un peu avec Galmester, parce qu'honnêtement, là, en ce moment, ben, je crois que le dernier que j'ai plutôt bien aimé, c'est le dernier Pete Fromm, le lac de nulle part, qui a été franchement une bonne lecture, ben, Pete Fromm. Et avant, c'était David Van avec Komodo. Donc vous voyez, autant les valeurs sûres, ça passe, mais là, en primo roman,
Voilà, je suis pas forcément d'accord avec les avis. Franchement, j'ai lu des chroniques, alors je juge pas les gens qui ont aimé, hein, évidemment, qui je suis pour dire, voilà, je comprends pas que vous ayez aimé, mais j'ai quand même vu des chroniques où les gens, je trouve pas les mots, j'ai les larmes qui coulent du stylo, j'aimerais vraiment parler avec ces gens pour dire: «Mais à quel moment tu as pleuré?» Ou je suis pas assez sensible, ou pourtant si, vous me voyez souvent pleurer. Là, que chi, que dalle. Donc voilà. Beaucoup trop de blabla, beaucoup trop de flashbacks, des scènes de 4 pages où elle va promener le chien et puis elle croise l'ado de loin. Ah, salut, on va faire une pizza. Ouais, tiens, après on se fait un ciné. Voilà, un truc très Dawson. Je suis désolée, Dawson, les frères Scott, tu sais, tous ces trucs-là, qui c'est pas ma cam. Et c'est pas un truc que j'attendais chez Galmester, c'est surtout ça, moi, qui m'a laissé un peu. Donc voilà, je ne vais pas en faire non plus trop des caisses. J'ai pas aimé. Vous allez sûrement voir des chroniques dithyrambiques qui l'ont adoré. Allez voir le pour et les contre de chacun. Peut-être que vous allez trouver votre compte. Moi, comme d'habitude, j'espère avoir bien expliqué voilà, ce qui a fait que moi, j'ai pas aimé. C'est surtout les personnages. C'est même pas une histoire de s'identifier aux personnages. J'ai aimé des romans où les ados avaient 17 ans. Je pense à My Absolute Darling, l'héroïne a 17 ans. J'ai surkiffé. C'est pas une histoire d'identification, mais là, on est que dans ça. Je vous dis, 80% des scènes, on est avec ces ados. Enfin, peut-être pas 80%, j'exagère. Mais beaucoup de scènes, voilà, beaucoup de flashbacks là-dessus. Je m'attendais pas à ça. Je me suis pas attachée au personnage. Le truc, Dieu m'a donné la foi, Ophélie Winter, j'ai vu la lumière, faisons la prière, machin, ça m'a pas plu. Voilà, un conglomérat de petites choses qui fait que ben, la sauce n'est pas du tout montée. À aucun moment, c'est monté, rien ressenti, et je vous dis en plus, fermer le bouquin sur une scène, Dieu m'a donné la foi, c'est pas mon truc. Donc voilà, je suis je suis déçue. Puis une fois de plus, on s'en fout de mon avis, c'est juste, je suis déçue de ne pas avoir passé un bon moment de lecture, tout simplement en tant que grosse lectrice. Ben voilà, je suis juste déçue de ça, c'est dommage. Ensuite, donc, on reste dans l'ISP, je vous l'ai dit. J'ai donc lu Le piège de Jean Hanf Korelitz. Donc, c'est un roman de chez Cherche Midi. Ah, je crois que c'était la date. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Attendez, je bois un petit coup. Donc, ce roman, c'était pas non plus la joie et la stupéfaction quand je l'ai lu. C'était loin d'être mauvais. Bon, là aussi, je me suis pas non plus tailladé les veines. Niveau écriture, ça pouvait aller. Je me suis pas non plus tailladé les veines. Mais là, bon, là, pareil, c'est resté correct. Par contre, je me suis beaucoup ennuyée pendant au moins la première moitié du roman. Donc, l'histoire de cet écrivain qui n'arrive pas à percer. Du coup, il donne des cours d'écriture à des jeunes étudiants et un jour, dans son cours, il y a un étudiant qui dit: «Monsieur, monsieur, je suis persuadé d'avoir écrit le scénario idéal pour un bouquin, ça s'est jamais vu, lisez-le, je vous jure, je vais cartonner avec ça». Donc il lit l'histoire, le synopsis, il dit: «Putain, mais il a raison ce con, elle est géniale son histoire, il va cartonner, ah putain, j'en ai marre, c'est pas moi, bah tant pis et tout». Et quelques mois plus tard, non, quelques années, 2 ans plus tard, je crois, il apprend que ce jeune homme est décédé d'une maladie rare, je sais plus trop quoi. Et il fouille et tout, partout. Il dit, mais peut-être qu'entre-temps, il a édité son roman. Il fouille parce qu'il lui avait donné le titre, etc. Il trouve pas. Le roman n'a pas été édité. Donc, ben, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va reprendre, parce qu'il se rappelle très bien du scénario de l'histoire, il va reprendre l'histoire et lui, il va l'éditer sans dire à personne que c'était un scénario qu'il avait lu de ce jeune homme. Et évidemment, le roman va cartonner, ça va être un best-seller, jusqu'au jour où notre homme va recevoir un message qui dit vous êtes un menteur, je sais plus exactement la phrase, je sais ce que vous avez fait, vous êtes un voleur et un menteur. Voilà. En gros, quelqu'un est au courant de ce qu'il a fait, et donc il va mener une pseudo-enquête pour revenir sur la vie. En gros, il va revenir sur la vie de ce jeune homme, parce qu'il se dit, à mon avis, c'est quelqu'un de l'entourage du jeune homme qui est au courant. Et voilà, on va partir là-dedans. Alors, la mise en place est très longue. Franchement, le roman, il fait 400 pages. Tu as 200 pages, les 200 premières pages, très longues. Des chapitres inutiles. Il aurait...
franchement pu faire 300 pages ce roman. L'histoire, elle tient quand même dans un verre de poche, quoi, ça. C'était vraiment très, très court. Après, deuxième partie, il y a un truc qui se met en place parce que le roman est entrecoupé. Je vais essayer de vous montrer. Le roman est entrecoupé de, voilà, là, de passages du livre. Vous voyez ce que je veux dire? Le roman que nous, on lit est entrecoupé de passages du roman qui est devenu un best-seller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le roman dans le roman. D'où vous voyez, la couverture, en fait, c'est des livres, des pages d'un livre qui ont été arrachées. Et voilà, c'est cette histoire de poupée russe, du roman dans le roman. Ça, j'ai bien aimé. Ça a commencé à donner du rythme au bouquin. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le dernier quart. Comme d'habitude avec la personne, je n'ai rien vu venir, mais vraiment rien. On va partir dans une thématique qui se termine en CID, C-I-D-E, CID, je vais pas vous dire quoi parce que ça spoil un peu. J'avais rien vu, voilà, j'ai vraiment rien vu. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a fait un book talk, vous savez, avec l'équipe Cherche Midi, on a à peu près une trentaine de partenaires à avoir lu le bouquin. Et du coup, après, on débriefe avec l'attaché de presse, qui lui-même l'a lu, hein, et on parle, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé, les personnages, la fin, le style, etc. On débriefe un petit peu, parce que bah, c'est cool que les attachés de presse nous demandent nos avis, qu'est-ce qu'on en a pensé. Et ce qui était drôle, c'est que sur les 30 personnes, il n'y a que l'attaché de presse et moi qui n'avions absolument rien vu venir. Quand je vous dis que moi, je suis vraiment dans le mode, quand je lis un bouquin, je cherche pas du tout à comprendre qui a fait quoi, qui est le potentiel meurtrier, où est l'arnaque, Moi, je lis le bouquin page par page, comme l'auteur, là c'est une autrice, Jean, nous l'offre, et voilà, je cherche pas à comprendre, et je trouvais ça drôle qui est que moi et l'attaché de presse. Mais voilà, du coup, ben, quand tu t'y attends pas, ben, t'es surpris, et ben, ça fait gaulle, quoi, ça fait gaulle, et j'ai surkiffé le dernier quart. Putain, je l'ai dévoré, ça a vraiment relevé le niveau. Alors, ça n'a pas effacé, voilà, ce souvenir des 200 premières pages assez longues, assez linéaire. On n'est qu'avec ce bonhomme qui n'arrive pas à écrire son livre, qui devient prof. C'est très linéaire, très long, très... Et puis, petit à petit, je vous dis, il y a ces extraits de romans qui arrivent, la recherche du passé du jeune homme qui est mort, Ah, ça se met bien en route, voilà. Et j'ai bien aimé les 200 dernières pages. Donc voilà, c'était loin d'être mauvais. Ça aurait pu être un peu écourté. Voilà, je vous dis, on est sur 400 pages. Ça aurait pu faire 320, 330 pages. C'était parfait. Ouais, j'ai pas mal postité. Voilà, c'était intéressant. Puis voilà, toutes ces thématiques super intéressantes des turpitudes de l'écrivain. Il y a beaucoup aussi sur la thématique de l'impulsion artistique, de la création, de l'imagination, de l'inspiration. Comment on arrive à trouver de l'inspiration pour un roman et tu peux après le continuer au cinéma, à la peinture. Voilà, c'est génial ce côté vraiment au cœur de l'art, comme ça, de l'inspiration. Ben, la copie aussi, évidemment. Le copycat dans l'art, c'est bien aussi. Et voilà, c'était bon. Franchement, j'ai passé quand même un bon petit moment parce que je vous dis, la deuxième moitié a bien, bien rattrapé le truc. Et c'était intéressant. Voilà, c'est resté intéressant. Ensuite, j'ai lu Filibuste de la québécoise Frédérique Côté. C'est chez Anne Carrère, tout petit roman. Là, vraiment, pour le coup, vraiment court, 160 pages. Qui est un mélange de romans qui aborde un peu le féminisme, puisqu'on va suivre 3 sœurs que l'on suit à différentes étapes de leur vie. J'aime bien quand ça fait ça. On les voit, un coup elles ont 8 ans, un coup elles ont 40 ans. Ah, on revient quand elles ont 16 ans, puis on revient à 40 ans. Voilà, j'aime bien cette alternance de temporalité chez les filles. Donc voilà, 3 sœurs qui vivent avec, c'est un peu compliqué avec la maman. Elles trouvent qu'elles se laissent trop faire par rapport à leur père qui est assez rustre. Mais voilà, le roman commence, le père qui fait de la moto va provoquer un accident qui va lui-même provoquer un drame, puisque dans la voiture qui va avoir l'accident, il y avait une maman, la grand-mère et le fils à l'arrière. Et il va arriver quelque chose à la maman et la grand-mère. Voilà, mais vraiment catastrophique. Et du coup, cet accident va un peu remettre en place justement la place de chacun dans la famille. Donc, ça va être beaucoup une réflexion sur la place de ses sœurs dans la famille. C'est beaucoup sur la sororité,
selon que tu es l'aînée, la cadette, la benjamine, les points de vue, la maman, etc. Comment peut-être notre relation à notre mère, ben, elle est différente selon que tu aies 10 ans, 20 ans ou 40 ans. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Après, il m'a quand même manqué. Moi, j'aime bien quand on est dans ces réflexions, mais j'aime bien que ce soit aussi associé quand même à une histoire, un fil rouge. Or, finalement, l'accident, on n'en parle pas tant que ça. Euh, il m'a manqué un fil rouge. On est vraiment sur une succession vous voyez, de petits trucs là. Là, on va parler d'un sandwich. Voilà, qu'un jour a été fait. Donc, voilà, on est sur un petit truc sandwich. On repart après sur un autre moment. Vous voyez, c'est des trucs très courts comme ça. Il m'aura quand même manqué un... Il m'aura manqué... Voilà, là, c'est les sauts de temps. Ça, j'aime bien, par contre. Mais du coup, il m'aura quand même manqué un gros fil rouge pour tout tenir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vraiment pour bah, créer aussi ce qu'on appelle un enjeu narratif dans le roman. Tu as envie de... Ce truc qui fait bah, que tu tournes avec délectation chacune des pages. Là, je ne l'ai pas eu et je... C'était un peu plan-plan quand même, c'est con. Il y avait de magnifiques réflexions par contre sur je trouve, le féminisme, la sororité, la place des femmes, pas forcément dans la société, mais au cœur de la famille. Euh, voilà, c'était vraiment excellent et la réflexion autour justement du qu'est-ce qu'un filibuster en Angleterre, en Amérique. Voilà, j'en suis plus ressortie avec l'impression d'avoir lu un essai qu'un roman. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est resté, voilà, bon, c'était pas très long, franchement, j'ai lu dans un Read With Me en 1 heure et demie, quoi. Ça se lit en 1 heure et demie. Bon, c'était sympa, pas non plus, franchement, ce sera pas non plus inoubliable. Et ensuite, peut-être bah, le SP qui m'aura finalement bah oui, les post-it ne mentent pas. Le SP qui finalement m'aura peut-être le plus plu, c'est le nouveau roman de Val MC Dermid. Ainsi parlent les morts, c'est chez Flammarion, donc c'est une autrice écossaise. Et donc ce roman fait partie de la grosse saga Carol Tony Hill. Voilà, c'est une grosse saga. Alors, tous les livres là de McDermott n'en font pas partie, mais honnêtement, on doit être facilement sur je sais pas, un 16-17e tome. Donc, avec ces enquêteurs-là. Et alors, assez rapidement quand même, tu sens que tu es quand même dans une saga bien installée, avec des personnages bien installés. Il y a un gros passif entre les personnages, notamment donc entre Carole, qui est flic, et Tony, qui est psychologue, qui travaille parfois en tant que profiler, qui a souvent donc collaboré avec Carole. Il y a une histoire, il y a un passif entre les deux. Bon, tu le sens assez rapidement. Sauf que le point très positif de ce roman, c'est que il y a eu un gros truc dans leur vie. Et en fait, au début de ce roman, eux aussi, ils redémarrent un nouveau truc. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment à un moment de la saga où on est sur de nouvelles bases, un nouveau départ, parce que le roman commence où Carole a arrêté d'être flic et Tony, le profiler, est en prison pour meurtre. Voilà, donc ça m'a vachement donné envie d'ailleurs de lire le précédent pour voir ce qui s'est passé. Mais à la limite, c'est bien parce que moi, en tant que personne qui n'ai pas du tout lu la saga, j'en ai juste lu un il y a longtemps, le truc des sirènes. Ou les suicidés, j'ai un doute. C'était le chant des sirènes? Non, c'était 2008, c'était pas celui-là. Moi, j'avais lu les suicidés en 2017, c'est ça. J'avais lu les suicidés, donc voilà, je m'en rappelais plus trop, moi, Carole, Tony. Donc voilà, en tant que personne, peut-être vous, ça va être pareil, qui ne l'a pas lu, qui le prennent comme un one-shot. Du coup, c'était pas plus mal qu'on démarre comme ça sur une nouvelle base de Carole qui n'est plus flic et Tony qui est en prison parce qu'il a commis un meurtre. Et donc, on va suivre ces deux personnages. J'ai surkiffé le début. J'ai beaucoup postité au début. Parce que Carole, donc, elle a subi un gros trauma. Elle souffre du fameux stress post-traumatique. Et du coup, elle va suivre une nouvelle méthode d'une psychologue pour sortir à ça. Et donc, voilà, il y a un premier quart
tout basé comme ça autour de séances avec cette psychologue qui explique qu'est-ce que c'est le stress post-traumatique, comment essayer de s'en sortir. J'ai adoré ça. En plus, vous savez, je sais pas pourquoi, thématique. Carole, due à ça, elle a été pendant 2 ans grosse alcoolique. Ça fait d'ailleurs 1 an et demi qu'elle s'en est sortie, mais il y a aussi ce fond un peu de, voilà, l'alcoolisme au féminin, comment on essaye de s'en sortir. Voilà, j'ai surkiffé, vous le savez, moi, quand dans les thrillers, il y a une grosse base psycho, voire psychiatrique, je surkiffe ça. J'ai adoré le premier quart. Après un certain temps, quand même un peu long, arrive la fameuse histoire, donc, on commence à faire un chantier dans le couvent, un ancien couvent de bonnes sœurs qui est fermé depuis 5 ans. On veut le réhabiliter pour en faire des studios ou je sais plus quoi. Et donc, les bulldozers commencent à creuser, machin, et on va découvrir presque une quarantaine de squelettes de petites filles. Voilà, dans le sol du parc de ce couvent. Donc voilà, classique, on va réinterroger les anciennes bonnes sœurs, etc. On part dans cette enquête-là. Et moi, c'est là, dommage, parce que voilà, je vous le dis, ce ne sera pas un gros coup de cœur, ce bouquin quand même. Parce qu'après, à partir de là, l'autrice a fait le choix de partir vers une enquête ultra classique. Voilà, elle a lâché ce côté psycho. Elle est partie dans... Bon, après, voilà, c'est ce qu'on nous vend, nous. Hein. On nous vend ça, hein, des cadavres de petites filles dans le sol du monastère, voilà. Mais c'est resté ultra classique, une façon de faire très classique qui m'a... Alors, pas gênée, mais c'était vraiment classique. C'était très peu surprenant, ça a vraiment manqué de surprise. La résolution finale, c'est tout. Hein? C'est tout, c'est juste ça. Je sais pas, ça m'a vraiment déçue, la finalité. J'étais d'autant plus déçue de la fin que moi, j'avais tellement surkiffé le début. Honnêtement, ceux qui étaient là en rideau et demi avec moi, en premier quart, j'étais sur un gros coup de cœur. Ah, j'étais, les gars, c'est bon, notez-le, gros coup de cœur. Et merde, ah non, après on est parti dans un truc ultra classique. Alors, ça fait le job. Honnêtement, je me suis quand même régalée. Là, le roman, il fait presque 500 pages, je l'ai bouffé. Ah, par contre, voilà, j'ai quand même continué à post-iter. Il y a ce truc hyper addictif, si vous voulez. Je sais qu'on me pose souvent la question. Sève, je suis en panne de lecture, j'y arrive pas, je le commence, j'en lis 40 pages, je repose, ça prend pas, je rentre pas dedans. Je pourrais citer celui-ci. Il est hyper prenant, hyper addictif. Les personnages de Carole et de Tony sont hyper intéressants. J'ai adoré aussi chaque début de chapitre. Tony nous cite, il a écrit un livre sur les serial killers. Et ah tiens, voilà, j'avais noté cette citation. Dans les romans policiers en général, le coupable est la personne la moins susceptible d'avoir commis le crime. Dans la vie réelle, c'est le contraire. Généralement, c'est la personne la plus évidente. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, j'ai surkiffé. Et voilà, j'ai vraiment pas mal post-ité, donc c'est quand même pas mal. Il y avait vraiment des belles phrases. Le philosophe allemand Nietzsche a lancé un sérieux avertissement à ceux qui parmi nous affrontent ce qu'il y a de pire en l'homme. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Je trouve ça super fort. J'ai adoré toutes les citations du livre de Tony Hill qui s'appelle Décrypter les crimes. J'ai surkiffé. Ça rajoute de l'addiction. Ça, voilà, il s'est vraiment très rapidement transformé en page turner ce bouquin. Et c'est con, on a frôlé le petit coup de cœur, mais le côté beaucoup trop classique et beaucoup trop simple de l'intrigue autour de ces petites filles mortes m'a gâché un peu le plaisir. Voilà, je vous le cache pas. Donc voilà, j'en ressors quand même en ayant eu un très bon kiff de lecture sur l'instant, mais j'en garderai pas non plus un souvenir mémorable. D'ailleurs, j'ai déjà oublié quelques brides de l'histoire et dans un mois, j'aurais complètement oublié l'histoire. Donc c'est dommage. Mais voilà, je vous dis, je le conseillerais fortement à ceux qui cherchent du thriller addictif, page turner, qu'on dévore. Et peut-être que certains, la conclusion leur suffiront. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
Donc du coup, vous avez vu, c'était pas l'enjaillement côté SP. Heureusement, le Val McDermid a un peu relevé le truc. Autant vous dire que ma lecture SP en ce moment, alors j'attends, il me reste 80 pages. C'est une catastrophe. Je suis en train de lire, je pense, alors, on est qu'en mars, une de mes pires lectures de 2022. Honnêtement, je suis en train de lire un truc. Bon, voilà, je le finis, je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture. Donc, comment vous dire que ça me rabiboche pas avec le SP? Du coup, on va sortir des romans de l'appel perso. Donc, du coup, j'ai lu le tome 2 de 1Q84 d'Haruki Murakami. Rappelez-vous, j'avais lu le tome 1 pendant les périodes de Noël, là, en fin 2021. Découverte, vraiment énorme surprise de ma part d'avoir surkiffé Murakami. C'est vraiment des préjugés, mais c'est con d'avoir des préjugés comme ça, faut que j'arrête d'en avoir, parce que peut-être je m'empêche de lire certains auteurs qui me font peur, je vais pas aimer leur style, je vais rien comprendre, je sais pas pourquoi, je me mets des barrières sur certains auteurs, et là, le tome 1 m'avait... Ouah, mais c'est trop bien en fait. Ouah, mais je comprends tout. Je comprends tout ce que je lis. Et puis, c'est pas trop non plus trop contemplatif. Il y a de l'action, il y a de la réflexion. C'est trop bien en fait, Murakami. Voilà, vraiment, le tome 1, ça avait été un petit coup de cœur de surprise, de kiffer en fait. Voilà, c'était tout simplement ça. Et du coup, je savais que j'allais assez rapidement sortir le tome 2. Alors, j'ai postité, c'est resté excellent. Je vous le dis tout de suite, je suis moins quand même dans l'enjaillement du tome 1, parce que là, j'ai moins la surprise, j'ai moins... je l'ai trouvé quand même aussi un peu plus long. Euh, ça avance moins vite. Voilà, j'avais envie de dire, allez, Haruki, passe la seconde, c'était un peu long. Alors, c'est une suite complètement directe du tome 1, donc je vais très peu pouvoir parler de l'histoire. Sauf que l'on retrouve Aomame et Tango. Alors eux, par contre, je vérifie si je me suis pas trompée. C'est bien la jeune fille Aomame et notre jeune homme. Je suis pratiquement sûre que c'est Tango. Tango, Tango. Et c'est Tango. Eh ben eux, par contre, je vais m'en rappeler. Vous voyez, on en reviendra toujours à la même chose. Les romans qui te demandent un peu plus d'être un peu plus acteur de ta lecture, où c'est moins prémâché. Alors oui, vous allez dire, mais c'est normal, Sèvres, on n'est pas dans du thriller. Oui, d'accord, mais justement, moi, je m'en fais ma propre réflexion. Ces lectures où ça demande un peu plus de réflexion, un peu plus d'être acteur de ta lecture, ben putain, je te jure, il t'en reste 100 fois plus de choses après. Moi, Aomame et Tango, je sais que je me rappellerai tout le temps de leur prénom. Quand je regarderai un Club 84, ah ben oui, l'histoire de Aomame et Tango, mais oui, et des Little People, ça aussi, je m'en rappellerai toujours. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu le 2 et c'est pour ça que je lirai le 3. Donc voilà, je ne peux pas trop vous parler de l'histoire. On continue de suivre cette histoire de Aomame et Tango qui sont dans une espèce de monde. Ah, c'est compliqué à décrire, hein, un monde où il y a deux lunes, ou un monde où l'espace-temps est différent. C'est assez philosophique, hein, ce qu'a créé Murakami. D'ailleurs, il y a d'énormes. Voilà, je peux vous mettre par exemple. C'est beaucoup de choses comme ça. C'est beaucoup de réflexions sur la vie, sur l'amour, sur les liens entre les gens. Il aime bien ça, les liens sur le temps. C'est vraiment ça. Parce qu'on apprend des choses sur Aomame et Tango par rapport à leur passé, une fois adulte. Et voilà, c'est l'enfance, c'est l'adulte, c'est l'amour. C'est, alors, toujours Murakami, bon, le sexe. Alors, vous allez dire, oui, bon, le sexe fait partie de la vie. Oui, mais alors, bon, Murakami, des fois, c'est limite un peu du fétichisme, hein. Bon, il faut qu'il se calme un peu, mais ça va, ça passe parce que ça fait partie d'un tout. Ça rentre dans ces gros trucs de réflexion de la vie. Oui, le sexe en fait partie. Et donc voilà, il parle beaucoup des hommes et des femmes. Et c'est hyper intéressant. Et surtout, par contre, ce qui est bien, c'est que lui, à travers ses réflexions, il y a une trame principale. Il y a l'histoire de Aomame qui a des choses à faire par rapport à... Voilà, en plus, il y a une trame un peu thriller parce qu'on est quand même avec... Donc, je crois que j'en avais parlé dans le tome 1 d'un homme qui a créé une espèce de secte qui s'est voilà, caché dans les montagnes. Et cet homme va abuser de petites filles. Et il va surtout, voilà, on apprend que la première petite fille qui va abuser, c'est sa propre fille à lui.
Et du coup, on va donner à, voilà, en gros, à Omame, qui est un peu une tueuse, on va lui donner comme mission d'aller tuer ce mec. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc voilà, il y a vraiment une trame thriller, suspense de ce gars qui est ignoble, d'autant qu'il y a une petite fille qui va s'échapper, enfin, elle est ado une fois qu'on la voit. Voilà, elle va être liée à Tango, elle va... voilà, il y a plein de ramifications comme ça autour de cette secte. C'est super intéressant. J'ai adoré. Au milieu de ça, il y a les Little People, donc ces petits êtres capables de rentrer dans le corps des gens, de faire des massacres. Waouh! Non, franchement, c'est ça, moi, qui m'a un petit peu sauvé ma lecture. Il y a vraiment un côté noir. Il y a vraiment un côté glauque, noir, thriller, qui m'a... C'est vraiment... Attention, Murakami, je pense que le truc vraiment à savoir sur Murakami, c'est un gros, gros mélange de genres. C'est peut-être ça qui fait que certains n'ont pas adhéré. C'est du contemporain, philosophico-contemporain, parfois un peu développement personnel, mais avec une trame de thriller, de roman à suspense. C'est parfois un peu feel good, il y a une petite romance, mais bim, on retombe dans un truc psycho assez lourd et waouh, il y a ce mélange de genres, un peu SF aussi, fantastique. Il y a tous les genres, à part la fantaisie, et encore, ce monde double avec deux lunes, ça peut faire un peu fantaisie. J'ai jamais vu un roman comme ça qui regroupe tous les genres littéraires. C'est poétique, c'est contemporain, c'est philosophique, c'est thriller, c'est suspense, c'est fantastique, c'est fantasy, c'est SF. C'est un truc de malade, Murakami. Mais rien que pour ça, tentez-le. Honnêtement, rien que pour ça, tentez-le. C'est juste incroyable et je vais très rapidement sortir le tome 3. Déjà pour ma fierté personnelle d'avoir lu une trilogie dans son entièreté et parce que j'ai envie de retrouver les personnages, même si, voilà, dans Murakami, il y a aussi un espèce de flou artistique parfois. Bon, honnêtement, moi, je comprends pas tout. Je pense que je suis passée à côté de certaines choses, mais je pense que c'est fait exprès pour mener ta propre réflexion sur notre existence, que on n'est rien, notre passage sur Terre n'est rien, mais quand même, merde, autant en profiter pour essayer de créer de belles choses. C'est ça, Murakami, en fait. Et j'adore. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Là, je me rends compte que j'ai bien kiffé quand même. J'ai bien kiffé et moins que le 1, je reste honnête. Des moments un peu longs. Murakami, des fois. À un moment donné, Tango, il rencontre un nouveau personnage qui rentre. Il y a au moins 6 pages sur la façon dont est habillé le mec. Non, mais Haruki, s'il te plaît, 6 pages sur la façon dont... Ah, ça, c'est Murakami. Là, je vous cache pas que je lis un peu en diagonale, ces moments-là. Voilà, c'est longtemps. C'est très descriptif, parfois. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais, j'ai passé un bon moment et je lirai avec plaisir le tome 3. Ensuite, comme j'étais un peu dépourvue, j'ai dit, bon, je vais aller retourner lire une valeur sûre. Je suis allée donc chez Laura Kashishke, La vie devant ses yeux. Alors, ce qui m'énerve, c'est que quand j'ai commencé le roman, parce que le roman, on a fait un film, et moi, je me suis dit, non, voilà, en ce moment, je regarde très peu de films depuis plusieurs années. Je me dis, non, il y a très peu de chances que j'ai vu le film. Et je lis le début du roman, et ah ouais, c'est bon, j'ai vu le film. Je dis, c'est pas vrai. Je vois un film par an, il a fallu que celui-là, je l'ai vu, donc. Le roman commence en fait comme ça, où on est avec deux jeunes lycéennes. C'est les deux meilleures amies du monde. Elles sont dans les toilettes du lycée. Donc voilà, c'est vraiment le petit prologue du début. Elles sont dans les toilettes des filles quand elles entendent les premiers tac 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 d'une arme semi-automatique. Le bruit semble faux, lointain. Elles continuent ce qu'elles étaient en train de faire. Elles se brossent les cheveux. Elles regardent le reflet dans le miroir. C'est ça le plus important. Mais tout d'un coup, tac 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 tac. Donc, grosso modo, dans ce roman, on est avec deux lycéennes. Vous l'aurez compris, il y a ce qu'on appelle une mass tuerie qui a lieu dans leur lycée. Grosso modo, comme ce qui s'est passé, par exemple, au lycée de Columbine. Un mec de leur classe fait une mass tuerie, donc il tire avec sa mitraillette partout dans le lycée. Et voilà, à un moment donné, une des filles va faire du bruit. Et donc, le jeune homme va aller vers les toilettes. Les deux filles se sont planquées dans un chiotte, quoi, un endroit, un petit toilette. Il ouvre la porte et il leur dit: coucou les filles, salut. Ben voilà, je vais devoir tuer une de vous deux. Voilà.
Et donc c'est Maureen et Jan. Et nous, dans ce roman, donc voilà, on n'en sait pas plus. La scène du passé s'arrête là. Et nous, on bifurque presque, donc elles ont 16-17 ans, donc presque 23 ans plus tard, parce que on est avec Jan. Donc Jan, qui a 40 ans, donc on comprend que c'est Maureen hein, qui s'est fait tuer. Et donc on va être avec Jan, qui a 40 ans, qui est mariée, qui a une petite fille. Et donc qui vit avec ce souvenir, malheureusement, de cette tuerie, d'autant qu'au moment du roman, il y a on fait la célébration des 20... Non, bah, ça doit être 20 ans, alors bon, je sais plus, des 20 ans de la tuerie ou un truc comme ça. Donc ça fait revenir des trucs. Donc on va suivre, nous, Jan, à travers voilà, ce qu'elle est devenue. Alors, je vais pas en dire plus sur l'histoire qui en fait que 340 pages. Alors, comme d'habitude, chez Laura Kashishke, on est beaucoup en introspection dans la tête de cette femme. C'est vraiment, Laura Kashishke, elle aime bien ça, raconter les pensées d'une femme dans ce qu'elle peut avoir entre guillemets normal, mais aussi ce on essaye parfois de cacher ces idées un peu bizarres qu'on a, nous, parfois les femmes. On n'est pas toutes roses, hein, voilà. J'aime bien qu'elle montre ce côté un peu obscur. Le côté un peu obscur des femmes ordinaires. Voilà, c'est ça que j'adore chez Laura Kashishke. Et alors, elle le fait souvent, normalement, sur des adolescentes. Quoique, là, il y a des flashbacks sur la vie du lycée. Donc, on est encore, quand Jan et Maureen étaient au lycée, donc on est encore quand même, toujours avec Laura Kashishke, sur ces jeunes filles en fleurs de 17 ans, ces américaines, toujours dans ce monde un peu hypocrite hein, aux États-Unis, où on met en avant la virginité, ils vont souvent encore à la messe le dimanche, etc. Mais à côté de ça, en fait, les jeunes filles, voilà, aux États-Unis, elles perdent souvent leur virginité à 15-16 ans. Donc voilà, cette hypocrisie-là, la vie de ces filles qui sont prises entre ces deux trucs, voilà, c'est toujours hyper intéressant. Et il y a cette fin très déstabilisante que, alors, autant j'avais compris dans le film, autant dans le livre, c'est là aussi un gros flou artistique. Heureusement, j'ai vu une copine hier qui l'avait lu, qui m'a... J'ai dit, ah oui, oui, d'accord, c'est ça. Donc en fait, c'est comme dans le livre. Mais c'est assez mal foutu dans le bouquin. Je sais pas si on comprend. On comprend mieux dans le film. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent plus explicite hein, dans les films, les fins. Mais waouh, c'est quand même bien trouvé. Franchement, ah, c'est hyper intéressant. Maintenant que j'ai compris. Parce que moi, quand je l'ai refermé, j'ai dit, hein, Laura, tu nous as fait encore un espèce de flou artistique un peu bizarre. Et j'étais restée un peu là. Mais après que j'ai vu ma copine, qu'on s'est réexpliqué, j'ai dit, ah oui, oui, ouais, putain, en fait, c'est trop bien trouvé. C'est trop génial. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore Laura Kashishke. De toute façon, par contre, je répète, attention, c'est très, très introspectif. C'est souvent, on est dans les pensées de cette femme. On n'est pas forcément dans de l'action à gogo. Voilà, c'est spécial, hein, Laura Kashishke, je suis obligée de le dire aussi. Hein. C'est très, très spécial, mais j'ai bien aimé. Je suis ravie d'avoir eu cette lecture et je vais continuer à la lire. Et d'ailleurs, ça tombe très bien puisque où je l'ai mis. Voilà, puisque on m'a offert dernièrement la couronne verte de Laura Kashishke. Alors, je vais un petit peu attendre parce qu'on est une fois de plus avec des adolescentes de 17 ans qui partent pour un road trip au Mexique et il va leur arriver des trucs. Donc voilà, encore, hein, toujours pareil. Je vais attendre un petit peu pour oublier celui-là, mais je pense que je le sortirai assez rapidement. Et puis, pour terminer ce bilan lecture, je vais vous parler d'un coup de cœur. Ah, c'est vraiment. Alors, je les ai pas montrés dans l'ordre que je les ai lus, mais je voulais vraiment mettre celui-là en dernier parce que c'est vraiment grâce à ce livre que j'ai commencé à avoir ma réflexion. Excusez-moi. La réflexion que j'ai eue, SP versus lecture privée, lecture perso. Oh, le petit rototo coco, le petit rototo coca. Excusez-moi. Donc, j'ai lu cette pavasse de 1040 pages. J'ai donc lu le tome 1 de l'énorme saga de Greg Hill. Donc vous voyez les deux suivants, ils sont là. Le tome 2 qui fait aussi 1000 pages et le tome 3 qui doit faire 900 pages. Donc attention, si vous démarrez Brasier Noir, sachez que vous êtes dans une trilogie de 3000 pages. Après la fin du 1, note pour moi-même, ne plus boire de coca en plein bilan. Excusez-moi.
La fin du tome 1 peut se suffire à elle-même, mais bon, non, quand même. T'as envie de revenir avec les personnages et je vais aussi pas trop tarder à sortir le tome 2. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec ce roman? Il s'est passé que on l'a attaqué en LC avec les copains. Lecture. LC, ah oui, on me demande souvent. SP, Service Presse. PAL, pile à lire, donc tous les romans non lus, voilà. Et LC, c'est une lecture commune. Donc, c'est une lecture qu'on démarre ensemble avec les copains pendant un rideau et demi. Et après, chacun fait ce qu'il veut, et continue pas. Donc, je commence la LC avec les copains. Waouh, régalade, régalade. C'est superbement bien écrit. C'est dense, c'est profond. Les personnages, on revient beaucoup dans leur passé. Donc, ça crée une profondeur de ouf. C'est génial. Cette ambiance Mississippi du bayou des années 60 est très bien décrite, avec encore des odeurs du Ku Klux Klan, de la ségrégation. Il y a une scène d'intro avec un pianiste noir dans son atelier de musique assez incroyable. Parce qu'à un moment donné, il y a une blanche qui rentre dans son atelier et c'est la panique parce que ces hommes noirs ont peur. En 1960, ils avaient peur d'être simplement être côte à côte avec une blanche. Voilà, tout ça, c'est très bien décrit, j'ai adoré. Et puis, je sais pas, 200, je le mets en pause. Je l'ai arrêté pendant longtemps, hein. J'ai arrêté de le lire pendant presque une semaine parce que pour des motifs débiles de j'ai voilà, vous l'avez, l'étage là, c'est tout. Donc mes SP, mes services presse, ils sont là. Parce que je vois ça, je me dis, allez, il faudrait peut-être lire des SP. Et puis, oh là là, il fait 1000 pages, tu vas rester longtemps dedans, tu ne pourras pas lire d'autres choses, apporter d'autres contenus. Et puis voilà, en discutant avec les copains, je me suis dit, mais fuck, mais putain, merde, Sève, écoute-toi. Tu te régales avec ce bouquin. Pourquoi tu le mets en pause sous prétexte que c'est mieux de lire des nouveautés, des SP plus courts? On s'en bat les couilles que ce roman il soit vieux. Enfin, vieux, tout est relatif. Hein, 2018, je crois. C'est ça, 2018. Ok, il fait 1000 pages, mais si c'est 1000 pages de régalade, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et heureusement que je me suis écoutée parce que je l'ai mais dévoré. J'ai surkiffé, c'est un beau coup de cœur. Ah putain, j'en chialerai de joie, je vous jure, d'avoir enfin une excellente lecture. Je m'en veux de ne pas... Ah, il faut que je retrouve cet instinct de la lectrice qui choisit mieux ses lectures. Toujours pareil, c'est le même problème depuis des années, d'écouter les sirènes des nouveautés, faut que j'arrête avec ça. Je me suis régalée. Alors, oui, il y a une redondance à la page 200, 300. Alors, ça va être très compliqué de vous parler l'histoire. Grosso modo, à un moment donné, d'ailleurs, il le dit. Ils le disent finalement. Je vais essayer de retrouver. Il dit, mais finalement, cette histoire, c'est... attendez, je vais essayer de le retrouver. Ça, j'ai dit, tiens, cette phrase, elle m'aidera pour faire mon résumé. Ah, je ne l'ai pas mis, c'est bizarre. Je croyais que je l'avais mis sur mes fameux post-it. Autant que les post-it, ils servent pour une fois, hein. Non, je croyais que je l'avais mis. Bon, bizarre. Bon, bref. Grosso modo, on est sur des meurtres commis par un crépuscule qui, donc, de ségrégationnistes, d'ultra, voilà, l'ultra extrême droite, on va dire, hein. Bref, des membres du Ku Klux Klan qui se rendent compte, donc on est en 63, que le Ku Klux Klan devient un truc un peu vieillot, de retardé, et que ça fait un peu, voilà, ces capules blanches sur des chevaux, ça va plus, faut moderniser le truc. Donc, ils vont quitter le clan et ils vont créer un nouveau crépuscule comme ça, qu'ils vont appeler les aigles bicéphales. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça, les aigles bicéphales. Et eux, ils vont continuer peut-être plus discrètement. Voilà, ils voulaient être plus discrets que le clan. Et du coup, ils vont plus discrètement commettre leurs méfaits et notamment le meurtre, donc dans cette histoire de magasin de musique, il va y avoir un meurtre parce que un des musiciens va avoir une relation avec une blanche. Pas de bol, la blanche, c'est la fille d'un des membres imminents de ces aigles bicéphales. Donc il va y avoir des tueries mais atroces, des tortures faites sur ces noirs, voilà, un truc horrible. Et à côté de ça, on suit aussi l'histoire d'une infirmière noire
qui justement va être violé par ces hommes parce que son frère fait partie d'un mouvement qui essaie de un mouvement libertaire qui essaie de montrer voilà l'existence de ces aigles bicéphales et pour la punir, ils vont la violer devant son frère. Et donc nous, on est 40 ans plus tard. On va suivre Tom, qui était donc le docteur, qui était ami avec cette infirmière. Et le roman commence où Tom va être accusé d'avoir tué cette infirmière qui était vieille, qui était malade, et il va être accusé de l'avoir fait ce qu'on appelle un suicide assisté, qui est interdit aux États-Unis d'ailleurs, qui est interdit un peu partout, je crois, hein. Et nous, on va suivre surtout Penn, ouais, j'ai du mal avec ce nom, Penn, P-E-N-N. Donc Penn, qui est le fils de Tom, qui était avocat, et voilà, il va partir enquêter donc sur toutes ces histoires, à la fois donc l'histoire de son père, il va enquêter donc sur cette infirmière noire qui a travaillé pendant des années avec son père, pourquoi elle est revenue dans la ville de son père, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, est-ce qu'il y a eu vraiment un suicide assisté? On va reparler, alors, va entrer en scène un journaliste, Henry. Il se fait un point d'honneur de relever tous les meurtres qu'a créé les aigles bicéphales. Donc du coup, on revient sur les meurtres qu'il y a eu dans ce magasin de musique tenu par un noir dans les années 60. Donc voilà, pas mal de connaissances. Vous l'aurez compris quand même, la thématique centrale de ce roman, c'est la ségrégation qu'il y avait dans les années 60, la fin du clan et le début de ces aigles bicéphales, et comment 40 ans après, ils sont encore là, en loose day, derrière, à quand même commettre encore des choses, et que des hommes n'en démordent pas, ils veulent prouver leur existence, prouver leurs méfaits, et il y a avec ce roman, il s'est passé une chose incroyable que j'adore. À partir de je vous le cache pas, j'ai vraiment embarqué à partir de la page 400. Il y a vraiment une grosse mise en place. Mais c'est normal, tu te lances dans une trilogie de 3000 pages. Tu peux accorder à l'auteur 400 pages de présentation, d'installation. Il y a 400 pages, alors un peu redondant parce que on revoit un peu l'histoire de ce magasin de musique, de cette infirmière sous des regards différents. Donc, on revient pas mal, donc c'est un peu redondant. Mais page 400, alors c'est pas pile poil la page 400, je sais plus, entre 350 et 400. Il est arrivé un truc que j'adore avec mes lectures, c'est que je me suis complètement abandonnée à l'auteur. Je sais pas comment expliquer. À un moment donné, je dis, ok, c'est bon. Greg, je te donne ma confiance totale. Ce que tu m'as présenté là pendant les 400 pages, c'est ultra qualitatif, que ce soit dans l'écriture, dans les personnages, dans ton histoire. C'est au carré, tu sens des énormes recherches, c'est pointu. C'est bon. J'ai eu ce que j'appelle, je sais pas trop comment l'appeler, cette confiance du lecteur, cette confiance en l'auteur, je sais pas, un lâcher-prise total. J'ai dit, c'est bon, tu m'as eu, je te fais confiance. C'est quelque chose, par exemple, qui m'arrive assez rapidement quand je lis du Stephen King. Stephen King, je vous le dis souvent, il suffit parfois de 30-40 pages. Ok, c'est bon, Stephen, waouh, t'es là, t'es encore là, ton style, ta façon de faire, c'est bon, je t'accorde ma confiance totale. Fais ce que tu veux avec tes personnages, fais ce que tu veux avec ton histoire, je vais adhérer. Et c'est complètement ce qui est arrivé là. Et putain, le kiff! Ah, que ça fait du bien, je te jure, j'en chialerai de bonheur. Le bonheur de la lectrice qui se lâche comme ça, qui, allez, vas-y, embarque-moi avec tes personnages, c'était tellement bien fait, c'était fort, c'était pas forcément des gros bam, des grosses surprises, mais putain, c'est magnifiquement bien construit, c'est dur, je pense que c'est dur à faire un roman où t'es quand même sur presque une cinquantaine d'années. Les raccordements entre les personnages, c'est super bien fait. L'évolution des personnages, parce qu'il y a donc Penn, qui est un peu le héros qu'on va suivre, sa femme est journaliste, donc elle aussi, elle va commencer à rentrer. Elle aussi, ah, c'est ça qui est génial, il y a une espèce de team qui se met en place entre Penn, sa femme journaliste, Henry le journaliste, le meilleur ami de Tom, voilà, il y a une espèce de team d'Avengers qui se met en route parce qu'ils veulent montrer les meurtres qu'a commis ces aigles bicéphales et qui sont encore là, et qu'il y en a un en plus,
le maître un peu de ces aigles, il s'est monté une fortune colossale. Voilà, cette team veut le dénoncer, le maître, et c'est beau, je veux dire, c'est rare que je sois, j'aime pas trop généralement ces romans où t'as les bons et les méchants, mais là c'était bien, parce que, allez les gars, je suis avec vous, on va le tuer ce gars. Alors, du coup, l'image de ce gros méchant, là, Tony, je crois qu'il s'appelait Tony aussi, elle est assez caricatural dans ce qu'il a de plus méchant. Mais bon, voilà, c'est vraiment un gros connard, quoi. Ce qu'il a commis, c'est atroce. Et puis aussi pas au-delà de ce qu'il a fait à certains noirs, mais aussi ce qu'il a fait dans sa famille, ce qu'il a fait par exemple subir à sa fille, à sa femme. Voilà, c'est un des êtres les plus ignobles que j'ai vu dans un roman et qui est cette team de gentils, de gens qui veulent montrer ça. Ah putain, c'était génial. C'était trop bon. Et la scène finale il y a une scène finale d'une cinquantaine de pages sur le face-à-face, c'est monumental, c'est génial. Je pense, assez... Alors, on m'a conseillé d'attendre quand même un peu. Je vais attendre pas trop longtemps, hein, un mois ou deux, et je sortirai assez rapidement le tome 2. De toute façon, je vais vous faire une vidéo bientôt qui va s'appeler « Tous ces tomes 2 que je dois enfin lire », et il y aura clairement, je crois que c'est l'Arbre des Morts. Toi qui as lu Brasier Noir, tu sais ce que veut dire l'arbre des morts. Et je vais très rapidement le sortir parce que c'était pas un slip. Ouais, le petit lapsus, j'allais dire slip. Non, gros coup de cœur. Je pense que j'aurai le slip quand j'aurai terminé la trilogie. Là, faut rester sur un tome 1. Faut rester dans cette optique du tome 1, mais putain, coup de cœur, quoi. Franchement, je peux que vous le recommander. Soyez peut-être plus courageux que moi au début, tenez plus, persévérez et j'espère que comme moi, à un moment donné, vous allez lâcher prise et laisser l'auteur aux commandes de ces personnages et vas-y, fais ce que tu veux, je te suis, c'est trop bien, c'est génial, c'est au carré, c'est formidablement bien écrit, c'est d'une profondeur incroyable, c'est hyper intéressant, même le côté historique est hyper intéressant et vous l'aurez compris, je pense, énorme kiff de la lectrice qui tombe enfin sur un bouquin qui l'enjaille de ouf. Et sachez que j'ai terminé ce roman à 2h45 du matin. C'est une chose qui m'était pas arrivée depuis très 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 longtemps, de ne pas pouvoir lâcher le bouquin comme ça. Et non, ah non, je peux pas. Il me restait 100 pages, je ne peux pas. Je continue, 2h45, c'était parfait. Et tu sais, quand tu fermes ton bouquin comme ça à 2h45 et pendant quelques secondes, tu as une espèce de smile, de t'es bien, cette espèce de joie du lecteur d'avoir eu un kiff, un moment. Je me rappellerai tout le temps de ce moment où j'ai terminé ce bouquin à 2h45 dans une espèce de béatitude que je souhaite à tous les lecteurs d'avoir passé un excellent moment. Tu t'es pas fait berner, tu t'es pas fait rouler, c'était parfait, c'était génial, c'était nuancé, malgré l'antagonisme des bons, des méchants, c'est resté quand même nuancé. Et il y avait de belles thématiques aussi autour de la filiation et des secrets de famille. Je ne peux que vous recommander ce roman qui depuis est sorti au format poche. Donc voilà, coup de cœur. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'un gros coup de cœur. C'est rare que j'ai un coup de cœur pour un roman de plus de 1000 pages. Voilà, bah écoutez, c'est bien, on en arrive à l'heure, à 1 heure, donc je voulais pas faire plus que ça. J'espère que ce bilan vous aura plu. J'ai eu plaisir, en tout cas, moi, à vous le tourner. Et puis voilà, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi, dorénavant, vous allez peut-être voir un peu plus de lecture perso, mais je suis honnêtement rassurée. Au vu des commentaires, je vous dis que j'ai vu, ça fait franchement l'unanimité, que vous trouvez ça bien, qu'on lise aussi des vieux poches. Et voilà, après... Pareil, vous n'êtes pas contre de temps en temps voir des nouveautés, mais voilà. Et du coup, je suis repartie. Vu que là, je suis en train d'avoir une très très grosse déconvenue avec un SP, je vous en reparle dans le prochain bilan lecture, je vais repartir vers une lecture perso et je vais lire Candyland de Jax Miller qui m'a été offert à Noël. Je crois que c'est mon chéri qui me l'a offert. Oui, c'est mon chéri. Ou c'était moi. Je sais plus. Non, je crois que je me le suis auto-offert. Bon, bref. C'est une lecture perso. Pareil, alors je dis perso, mais ils ont pas non plus 40 ans, les bouquins. Celui-là, il est de 2017. Voilà, 2017. Donc, tranquillou, on va lire ça. Et je me fais une joie de le lire. Du bon gros roman américain. J'ai hâte. Donc voilà, ça se voit le plaisir de la meuf qui retrouve vraiment
son plaisir de lire comme ça d'excellentes lectures, bah, avec des plus vieux titres. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ça, de cette petite réflexion que je me suis fait. Alors, je fais pas non plus, ça va pas non plus changer ma vie. On est d'accord, c'est une micro-réflexion que je me suis faite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça plutôt bien, vous, l'alternance SP, plus vieux titres. Franchement, voilà, n'hésitez pas et ben, on en parlera. Et puis, ben, venez nous en parler aussi dans les lives, hein. C'est vraiment des thèmes qu'on aborde aussi souvent. Et voilà, je vous remets d'ailleurs en barre d'infos, si ça vous dit, le lien pour venir nous rejoindre en live. Je vais peut-être vous remettre d'ailleurs, si ça vous dit, je vais dorénavant faire un petit planning des lives à venir dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Ouais, je vais faire comme ça des lives parce que c'est encore, ça fluctue encore un petit peu les horaires. Par exemple, pour cette semaine-là, je me suis calquée à l'emploi du temps de David. Du coup, je vais continuer à vous montrer. Donc voilà, par exemple, pour cette semaine-là. Alors, aujourd'hui, j'étais censée l'enregistrer, mais voilà, j'avais dit que certains bilans, je les ferais toute seule. Là, j'avais envie de le faire toute seule. Le prochain, il sera peut-être enregistré, mais en tout cas, voilà. Demain, on lit en soirée. Jeudi aussi en soirée. Peut-être jeudi après-midi. Je vais voir si j'ai le temps. Vendredi, on lit l'après-midi, on fait un live participatif le soir. Et surtout, je voulais vous annoncer que ce week-end du 26 et 27 mars, on fait un gros marathon divisé en deux. Voilà, on va lire 6 heures ensemble le samedi de 18h à minuit et 6 heures ensemble le dimanche de 13h à 19h. Si ça vous tente, donc tout ça, ça se passe évidemment sur la chaîne Twitch parce que voilà, je vous l'avais dit aussi, dorénavant, je ne fais mes lives uniquement que sur Twitch. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Voilà. Sur ce, j'en arrête là pour ce bilan. J'espère qu'il vous a plu. Je répète, n'hésitez pas à me dire voilà, si telle lecture, ah non, moi je l'ai aimé, ah non, moi j'ai moins aimé. Et aussi, je vous dis, ce débat SP, livre perso, voilà, je serais très intéressée de lire vos avis. En attendant, je vous laisse. J'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je vous rappelle l'existence de mon Insta. Il est bien ce livre et du groupe Facebook, il est bien ce livre. N'hésitez pas à nous y rejoindre là-bas. Et puis, ben, comme chaque fin de vidéo, il ne me reste évidemment qu'à vous souhaiter d'avoir d'excellentes lectures et de peut-être connaître ce moment de béatitude que je viens d'avoir parce que ben, c'est tout ce que je peux vous souhaiter avec vos lectures. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Je peux encore vous souhaiter une bonne semaine. On n'est que mardi et je vous retrouve jeudi, assez rapidement, ouais, dès jeudi, pour la vidéo des sorties thriller. Jeudi ou vendredi, on va voir. Jeudi ou vendredi pour la vidéo des sorties thriller d'avril qui devrait pas être trop longue. Il n'y a pas des sorties de ouf en avril. Il y en a quelques-unes, mais voilà, bah, tant mieux. Comme ça, la personne demandera beaucoup moins de SP. Et c'est pas plus mal. Allez, je vous dis donc à jeudi ou vendredi pour la vidéo des sorties thriller. Bye bye.